Mars 2014, à proximité de l'île de Bas, en Bretagne. Au cours d'une plongée à la recherche de coquillages, 3 pêcheurs font une découverte étrange. À 15 mètres de profondeur, ils localisent ce qui pourrait ressembler à première vue à des blocs de pierre effondrés. Mais en s'approchant du site, ils découvrent qu'il s'agit en réalité d'une concentration de lingots qui repose au pied d'un affleurement rocheux. Impossible pour eux d'en déterminer la composition, mais il s'agit bien de la cargaison d'une épave dont les structures ont disparu avec le temps. Une enquête sur le naufrage de ce bateau est immédiatement confiée au DRASM, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après la déclaration officielle de la découverte des 3 pêcheurs bretons, Franck Leven, Noël Guidal et Patrick Poder. Dès lors que l'épave et le site sous-marin nous est déclaré, on est dans l'inconnu. En fait, on a juste les premiers indices que les pêcheurs ont glanés sur le fond, à savoir un amoncellement de blocs, mais on n'a pas d'autres éléments chronologiques en fait. Donc c'est vrai qu'il est difficile de déterminer, parce qu'on nous révèle ce type de chargement, de quelle époque il peut être. Et c'est véritablement l'expertise archéologique qui donne des indices, même si les premiers descriptifs du site, les blocs qui sont un peu informes, qui sont dans un état de conservation assez médiocre, un peu pulvérulent, qui se fragmentent facilement, ça peut indiquer quelque chose d'ancien, mais ça reste des petits indices qui nécessitent d'aller véritablement et très vite sur le terrain pour en savoir plus. 2 lingots sont prélevés sur le site pour être expertisés dans un laboratoire spécialisé. Il y a une première analyse qui est faite sur ces lingots, qui est réalisée par Cécile Le Carlier, donc qui est paléométallurgiste, et qui, à l'aide d'un appareil qui s'appelle un pistolet à fluorescence X, fait une analyse chimique du matériau à partir de la surface du métal. Cette première caractérisation chimique permet de déterminer le métal qui domine, et en l'occurrence l'étain. De l'étain, symbole chimique SN. Un métal connu depuis l'Antiquité qui entrait dans la composition du bronze, un alliage très prisé à l'époque, utilisé pour les armes, la vaisselle ou la décoration. La découverte de l'île de Bas est donc rarissime. Il s'agit de la seule cargaison d'étain jamais découverte sur les côtes de la Manche ou de l'océan Atlantique. C'est vraiment une épave exceptionnelle, unique, avec un volume de chargement extrêmement conséquent. On peut comparer avec d'autres sites méditerranéens notamment, où en fait on a des concentrations métalliques qui sont peu importantes dans l'ensemble, dans ce qui a été retrouvé. On est vraiment en face de quelque chose d'exceptionnel et qu'il faut à tout prix étudier pour que ce site nous révèle davantage d'informations. Une première plongée sur l'épave est organisée par les archéologues. Voici les toutes premières images d'une petite partie de la cargaison retrouvée près de l'île de Bas. À l'époque, nous sommes en octobre 2014. Quand on programme cette expertise, on prend la mesure du chargement, parce que vu les concentrations qu'on trouve sur le terrain, véritablement, on a l'impression que c'est quelque chose de véritablement important et de très prometteur. Après la première plongée de repérage qui a révélé l'ampleur du chargement de l'épave, désormais baptisée Bloscon, les chercheurs du DRASM retournent sur place en 2015. Cette fois, ils viennent y effectuer une expertise archéologique de plus grande ampleur pour effectuer un décompte plus précis du nombre de lingots présents sur l'épave. En explorant minutieusement les fonds situés tout autour du site, les archéologues découvrent alors une deuxième zone, située de l'autre côté de l'éperon rocheux, sur laquelle reposent également des lingots d'étain. Mais alors que sur la zone numéro 1, les lingots semblent bien ordonnés, ceux de la zone numéro 2 sont totalement désorganisés. Cette répartition permet d'établir une hypothèse sur les conditions du naufrage. Le bateau aurait heurté la roche affleurant à la surface. Déstabilisé par le choc,
La partie supérieure de sa cargaison se serait déversée par-dessus bord et aurait alors dévalé la pente de l'éperon sous-marin, ce qui expliquerait pourquoi la configuration de la zone numéro 2 est à ce point chaotique. Le navire et le reste de sa cargaison seraient alors venus s'échouer de l'autre côté, en contrebas. À cet endroit, reposerait donc la cargaison presque telle qu'elle était entreposée au fond du bateau. Au total, ce sont plus de 40 mètres carrés de fond qui sont recouverts d'étain sur plusieurs couches qui s'empilent les unes sur les autres. On a mesuré l'emprise des 2 zones de chargement pour arriver à comprendre un petit peu, à cerner un petit peu ces zones. On arrivait à 22 mètres carrés pour une zone, 18 pour l'autre. Et puis on a essayé de voir un petit peu l'agencement des lingots entre eux. Dans la zone qui ressemble un peu plus à un éboulis de lingots, c'était pas si évident que ça. En revanche, dans la zone en contrebas, qui est un peu plus structurée, un petit peu plus cohérente, on a essayé de comptabiliser progressivement les couches qu'on pouvait distinguer, même si ça reste un chaos de lingots en tant que tel. Et là, on est arrivé à une première estimation entre 600 et 800 lingots potentiellement conservés sur le site, voire au-delà. Mais tout ça restait une première estimation. Parti du port de Roscoff, l'André Malraux part en mission vers l'île de Bas. À son bord, une équipe de plongeurs et d'archéologues. Leur mission, reconstituer le site de fouilles en 3 dimensions et prélever l'intégralité des lingots de la cargaison. Un travail titanesque qui devrait nécessiter plusieurs dizaines de plongées. La zone du sondage. Donc l'idée c'est de nettoyer toute la zone 1 parce qu'évidemment il y a des fragments d'étain un peu plus virulents, il y a encore un peu de sédiments un petit peu partout. Et donc Teddy pendant ce temps assurera la couverture planie photo de toute la zone 1 qui aura été au préalablement nettoyée. Ils seront dans l'eau, donc Lila, Jimmy qui pourront faire un temps de 50 minutes ou 60. Sans palier, et pour la 3e palanquée, Swen et Marine. Même chose, en fait 2 personnes approvisionnent et la 3e met au fond, et vous aurez un peu moins de distance normalement sur cette palanquée-là. La première mission des plongeurs est d'abord de nettoyer le site à l'aide d'un aspirateur sous-marin. La procédure permet d'enlever les algues qui recouvrent par endroits la cargaison. Une fois le site intégralement nettoyé, les plongeurs déposent sur chaque lingot une étiquette qui porte un numéro. Celui-ci permettra plus tard de dresser une carte d'identité du lingot. À son numéro sera associée sa position sur le site, sa typologie, sa taille, son poids et sa composition chimique précise. Une fois que tous les lingots sont étiquetés, le photographe prend alors des milliers de clichés de la zone. État 2. Donc on est toujours avec 2 états géométriques sur le 2e site. Oui. Et là, Teddy remonte avec un 3e état géométrique. Du site numéro 1. Non, un 4e étage géométrique du site numéro 1. Ici, tu vois, Dans la cabine de l'André Malraux, Stéphane Jupin et Frédéric Ossada sont chargés de reconstruire le site en 3 dimensions à partir des photos prises par les plongeurs. On a repositionné des mires fixes dans la roche et ces mires, de par leur taille, leur forme et leur positionnement, permettent de savoir d'une part où on est et d'autre part au logiciel de se dire tiens, je connais ça, je peux me recalibrer sur cette image-là que je connais, qui revient et qui ne bouge pas.
Sur des sites comme ça, là, je dois faire une photo toutes les 2-3 secondes. Chaque plongée, c'est des 4 ou 5 000 photos. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trous, qu'il n'y ait pas de manque dans ces fichiers. Là, on a un problème à la fois de site, mais aussi d'éclairage de ce site. Les ombres qui posent des soucis dans la restitution 3D, parce qu'une ombre, c'est une non-information. Donc voilà un petit peu la problématique de la restitution 3D et de l'enregistrement initial des photos. Et le problème, c'est d'avoir le tour complet. Tu vois, là, je suis au-dessus. D'accord. Quelquefois, je suis à 11 lorsque je suis prêt. Ouais. Mais c'est superbe. Là, c'est bon. Au fur et à mesure des prélèvements, une image 3D de chaque couche de lingot est recréée sur ordinateur pour les 2 zones du site de fouille. Une fois qu'une couche de lingot est entièrement couverte par le photographe, les archéologues peuvent les prélever un à un avec un maximum de précaution, car le métal a été fragilisé par son séjour sous l'eau. Après plusieurs siècles passés sous l'eau, les premiers lingots de la cargaison remontent à la surface. Je sais pas si on a intérêt de le mettre en dessous, bref. Moi je voyais un M et un Y. Y. Au milieu du site, les archéologues ont également retrouvé des vestiges qui donnent quelques indices sur l'époque du naufrage, comme ces petits poids en plomb utilisés avec des balances pour la peser. Les balances sont assez fréquentes dans les épaves antiques en particulier. Et ces types de pesants, on les retrouve dans l'Antiquité, pas seulement dans l'Antiquité, mais on les connaît bien pour les mondes romains. On pourrait confirmer l'époque antique, mais on reste très prudent parce qu'on a très peu d'indices pour le moment. Les archéologues ont également mis au jour des fragments de céramique. Prélever les 27,08. Combien 17. De longueur, hein. Oui. Et Quelque chose comme ça. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Tu vois, il s'est mis dans cette... On voit d'ailleurs que là il y a une espèce de petit méplat là. Après, c'est très... Dans les rochers, bon. C'est la même pièce. C'est un grand diamètre. Hein. C'est une espèce de saladier. Très érodé. Mais la date c'était bon. C'est des formes de céramique très communes, mais on a quand même quelques objets qui nous permettent de dater avec un peu plus de précision l'épave. Là, la céramique, c'est clairement de production gallo-romaine. Donc là ça fait 8,4. Ok. L'épaisseur varie entre 0,5 et 1,1. Combien des pièces? Il y a 6 fragments. Il y en a un qui est très altéré et il y en a 3 qui remontent. Ça fait longtemps que je ne fais pas de la céramique pure et dure. Les vestiges retrouvés sur le site offrent donc des indices précieux sur la datation de l'épave. En plus des poids, les archéologues ont retrouvé ce qui semble être le fléau de la balance. En radiographiant l'objet, on distingue, sous la couche de concrétion qui recouvre le métal, les trous grâce auxquels on accrochait les contrepoids ou les objets à peser. Ce type de balance est caractéristique de celle utilisée pendant l'Antiquité. Les quelques fragments de céramique mis au jour sur le site permettent quant à eux de préciser la période.
Ces premiers vestiges vont commencer à affiner la chronologie du site et à nous donner une chronologie qui serait du 2e, 4e de notre ère, sachant que la céramique elle-même, qui va être analysée aussi par des chercheurs compatriotes anglais, serait une céramique de type black burnish, en fait, qui est une céramique commune, donc assez fine, à pâte grise-noire, et qui est datée par ces chercheurs du milieu 3e, milieu 4e de notre ère. Globalement, nous, on a prélevé ce qui restait dans la zone 1 qui était prête à partir. Le reste est soudé soit à la roche, soit les lingots sont soudés entre eux. Et puis dans la zone 2, toutes les formes complètes ont été étiquetées, remontées, et le reste, c'est majoritairement des fragments. Donc au vu de toutes ces moissons successives, on a 650 exemplaires environ, sachant qu'il faut évidemment définir quels sont les types de lingots qui vont être analysés. Donc il faut bien cerner la signature du métal, par la variation chimique du métal, et ensuite on passe type par type. On a réussi à remonter 5 panières, 5 caisses de lingots aujourd'hui, donc un beau résultat. L'épave se vide progressivement de son chargement, il reste encore quelques lingots, parce qu'en dessous des autres on en découvre toujours de nouveaux. Beaucoup de fragments aussi, qui seront pesés pour évaluer la quantité globale du chargement. Et voilà, une belle journée de travail. Après chaque journée de plongée, les lingots sont ramenés à terre et acheminés dans un entrepôt situé à proximité. Sur place, Gilles Baron et Henri Gandois sont chargés de nettoyer la cargaison et de faire l'inventaire des lingots. La restaurer en priorité. Ouais, ovoïde d'anneau. Ouais, ça c'est bon, presque entier. 35. 29,5. Ok. La cargaison est tout à fait impressionnante, hein. Là, donc on est à plus de 3 tonnes actuellement de lingots inventoriés et répertoriés. Il y en a peut-être encore autant au fond, donc vraiment c'est quelque chose d'assez énorme, hein. Ok. Les épaves romaines sur la façade atlantique de la France sont extrêmement peu nombreuses, hein, donc elles se comptent sur les doigts d'une main. Donc en plus c'est quand même, sans parler de la cargaison elle-même, l'ancienneté de l'épave est tout à fait remarquable. Au total, les archéologues remonteront près de 800 lingots. 6 tonnes et demie de métal soigneusement répertoriés selon leur forme, leur taille, leur poids et la qualité de leur préservation. Certains sont ovales, rectangulaires ou même triangulaires. Certains pèsent à peine 500 grammes et d'autres plus de 30 kilos. On remarque sur de nombreux lingots des boursouflures, un phénomène baptisé la lèpre de l'étain, une altération chimique du métal due à une présence prolongée dans l'eau. Mais certains lingots sont parfaitement conservés. Et sur quelques exemplaires, les archéologues vont découvrir un nouvel indice. La présence d'une estampille, les lettres A, B, N. Sur les 825 lingots, il y en a à peu près pour l'instant une vingtaine seulement qui ont révélé ces estampilles. Quelques exemplaires qui ont été nettoyés, mais d'autres, la plupart ne le sont encore toujours pas. Et donc on voit certaines pièces, certains lingots qui ont cette estampille ABN qui est inscrite dans un cartouche et en faible relief et dont la facture, la graphie en tant que telle, a permis, par comparaison avec d'autres lettres et d'autres inscriptions d'époque romaine, de confirmer qu'en fait on était bien aussi sur cette période romaine.
Vraisemblablement, en termes de commerce de matières premières, les marques en relief sont souvent davantage à rapprocher de la fabrication et du fabricant du lingot lui-même. En revanche, les estampilles, comme on peut les retrouver sur les lingots, matérialisent vraisemblablement l'appartenance à l'acheteur, en fait, véritablement à celui, en tout cas, et qui est destiné la cargaison. Peu à peu, l'enquête commence à révéler les premiers secrets de cette mystérieuse épave. Le bateau a fait naufrage entre l'an 250 et l'an 350 de notre ère. Sa cargaison pourrait provenir de l'un des nombreux gisements d'étain présents à l'époque dans le sud-ouest de l'Angleterre. La localisation du naufrage pourrait signifier que les blocs d'étain allaient être livrés en Gaule dans un atelier dont le propriétaire utilisait l'estampille ABN pour identifier ses cargaisons. Était-il situé en Bretagne ou au contraire plus au sud de la Gaule? Merde. Pour faire avancer l'enquête, c'est à présent au tour de Cécile Le Carlier d'analyser au pistolet à fluorescence X une série de lingots pour évaluer leur composition. C'est de l'étain. Oui. À l'état pur, l'étain est de couleur grise. Mais l'analyse de certains lingots va révéler une nouvelle information totalement inattendue. Certains d'entre eux sont en fait composés d'un mélange d'étain et de plomb. Un alliage très rarement observé pour des cargaisons datant de l'Antiquité. C'est de l'alliage. Il est complet, c'est assez étonnant. En général, on a des métaux purs, du l'étain ou du plomb. Et, des lingots d'alliage, c'est la première fois qu'il est en effet mention. C'est vraiment une première, c'est étonnant. Des objets proprement en plomb éteint pour la période antique ne sont pas particulièrement usuels. On pensait que c'était les métaux purs qui naviguaient et que c'était quand on a besoin d'utiliser l'alliage, on le fabriquait. Donc là, a priori, c'est dès les sites de production de métal, on fabrique un alliage et ensuite on le fait voyager. Moins altéré par les trous. Ça, c'est celui d'hier, dessous aussi. Il est beau, celui-là. À quoi pouvaient donc servir ces alliages de plomb et d'étain? Le mystère reste entier. Et les archéologues devront trouver d'autres moyens pour faire parler les indices qu'ils ont extraits de ce site, qui ne ressemble à rien de connu. Dès lors qu'on est sur le terrain, on a conscience du caractère exceptionnel et de la chance qui nous est donnée de côtoyer l'histoire, puisqu'en fait c'est véritablement ça, on est presque à 2 millénaires d'écart avec le moment du naufrage et on se dit en fait il s'est passé un drame en ces lieux, mais en même temps toutes ces informations aujourd'hui qui nous sont révélées progressivement par l'enquête archéologique, véritablement, c'est à nous de la décoder pour faire comprendre les enjeux d'un tel site du fait de sa rareté et de sa chronologie. Que signifient ces 3 lettres ABN inscrites sur les lingots? Où a été produite la cargaison et à qui elle était destinée? Dans quelques mois, une nouvelle fouille est prévue sur le site. Elle permettra aux archéologues de dégager de nouveaux vestiges et peut-être de répondre à ces questions.